Donc voilà, bonjour à tous. Donc comme vous pouvez le voir, donc aujourd'hui on a le plaisir de pouvoir accueillir le camion du département. Donc un partenariat qu'on a fait avec la commune de Crespin. Donc dans le but où je pense que certains d'entre vous ont pu bénéficier des premières et deuxièmes doses au salon repas donc en juillet et en août. Là, bien sûr, il y avait le rappel pour la troisième dose. Donc, grâce avec le département, malheureusement, le camion n'était pas disponible encore en juillet et en août. Donc, on a créé ce partenariat qui, aujourd'hui, peut bénéficier, que ce soit les premières doses, deuxième dose ou le rappel de la troisième dose. Donc, un camion, comme vous avez pu le voir, donc vraiment tout équipé avec médecins, IDE et médiateurs présents pour cette vaccination. Alors donc le Jardin d'Ébène, c'est une association que j'ai créée en 2009 et qui a pour objet social de travailler sur la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage. Et dans nos diverses actions plutôt artistiques, on a accompagné des cantines scolaires aussi à lutter contre le gaspillage alimentaire, on a accompagné des ressourceries pour se créer aussi. Et on a commencé à démarrer l'accompagnement de Repair Café en 2014. Et là, j'ai vu des personnes qui faisaient 80 km pour venir réparer leur aspirateur. 80 km aller et retour. Donc je me dis, il y a un problème, il faut en faire ailleurs. Et donc j'ai commencé un accompagnement sur l'île en novembre 2014. Après, en mai 2015, on a démarré celui de Villeneuve-d'Ascq, celui de Tourcoing, celui de Valenciennes, de Condé-sur-Escaut. Là, ici, on est sur celui de Vic, bientôt un Guénin. De toute façon, c'est sûr que tout le monde a des objets en panne et tout le monde en a marre d'avoir le sentiment de s'être fait arnaquer quand l'objet tombe en panne au bout de 1 an et 1 jour. Ou après, il y a aussi l'objet qui a de l'âge, comme le radiateur ou la tronçonneuse, et qu'il lui faut un petit coup de vigilance pour que ça puisse redémarrer, quoi. Parce que je suis déjà venue une première fois avec un taille-haie qui a été réparé et qui fonctionne de façon impeccable. Donc je me suis dit que pour ma tronçonneuse, ce sera certainement la même chose. Je suis aidée par un monsieur qui a une compétence hors norme
par conséquent, je suis pratiquement sûre de sortir d'ici avec un appareil qui fonctionne et un appareil que je ne vais pas mettre au rebut. Oui, d'abord j'aime ça, et puis en plus c'est le principe. On n'est pas venu pour regarder faire, on est venu aussi pour apprendre, comprendre et éventuellement la prochaine fois pouvoir se débrouiller seul. Donc c'est un tremplin en quelque sorte. C'est quoi le problème? Il s'enclenche plus du tout, il se met plus du tout en route. Là j'ai testé, les résistances sont bonnes. Il y a un petit relais thermique, une sécurité qui est bonne aussi. Le moteur, le bobinage a l'air d'être bon. Pour l'instant le circuit électrique a l'air d'être bon, mais là j'ai un gros doute sur ici. Le bouton principal qui envoie le courant et qui le ferait plus bouger. On aide les gens à réparer eux-mêmes. Pour déjà une première raison juridique, c'est que réparer à la place des gens gratuitement, c'est totalement illégal. On peut avoir la répression des fraudes qui nous tombent dessus, et voilà. Donc, et l'idée, c'est qu'on apprenne aux gens à réparer eux-mêmes. Pendant que les gens commencent à démonter, moi je peux retourner sur un autre appareil, orienter la personne et continuer le démontage. Ça nous permet aussi d'être sur plusieurs appareils en même temps, avec plusieurs cerveaux, parce qu'entre le chauffage et la tronçonneuse, c'est pas la même pratique, la même théorie. Les inscriptions, c'est aussi en fonction de la quantité de réparateurs bénévoles. Alors donc si vous habitez Crespin ou aux alentours, que vous allez faire plein de choses de vos 10 doigts, ou que même vous n'êtes pas sûr, mais que vous avez une curiosité et de voir comment c'est fichu dans les objets, rejoignez-nous, c'est sympa, on se marre bien, on fait ça à la légère et on apprend plein de choses au passage. Aujourd'hui, 14 février, nous fêtons la Saint-Valentin, la fête des amoureux, mais c'est aussi la journée internationale de l'épilepsie. L'épilepsie est une maladie souvent invisible, méconnue, et cette méconnaissance peut entraîner la peur, la discrimination, voire l'exclusion. Si ces sujets, je les ai souvent portés à l'Assemblée nationale, je veux à nouveau vous en parler aujourd'hui, parce que c'est en parlant que nous ferons changer les regards. À l'occasion de cette journée internationale de l'épilepsie qui a pour but de sensibiliser tout public à cette pathologie méconnue, taboue et discriminante, il est important de préciser les gestes d'urgence à faire lors d'une crise généralisée. Il faut savoir que malgré ce qui se passe, ce n'est pas une affection psychiatrique, mais que c'est une affection neurologique qui est due à une activité électrique des neurones qui se diffuse et qui génère ces mouvements désordonnés, cette crise, cette perte de connaissance, ces mouvements désordonnés involontaires, et il est important que les sapeurs-pompiers, qui sont les premiers arrivés sur les lieux, puissent bien expliquer aux témoins les gestes à faire et surtout ceux à ne pas faire. Je suis sapeur-pompier professionnel au centre de secours d'Anzin. Je suis touché par cette maladie, notamment par ma fille qui est épileptique. Aujourd'hui, nous allons vous présenter ces gestes pour la journée internationale de l'épilepsie. On est face à quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie. Surtout, ne le touchez pas, évitez juste les objets qui sont autour de lui pour qu'il se blesse. Là, je vais lui placer un petit coussin sous la tête et attendre que sa crise se termine.
sans la toucher. Donc on va dégrafer un peu ses vêtements afin qu'elle respire correctement. Et ensuite, on va regarder dans sa bouche s'il n'y a pas d'objet, qu'elle n'était pas en train de manger un chewing-gum ou autre chose. Et maintenant, nous allons pouvoir la mettre en position latérale de sécurité afin qu'elle respire correctement et éviter qu'elle vomisse. On va pouvoir apprécier si elle ventile correctement. Son ventre se soulève et s'abaisse. Pour le moment, elle respire correctement. En attendant les secours, il suffit de la laisser comme ça et de la surveiller. Je m'appelle Timéo, j'ai 10 ans, je suis épileptique, mais je suis avant tout un enfant qui va à l'école, qui joue et qui fait du sport. L'épilepsie, parlons-en. En tant qu'enseignante, je veux accompagner au mieux chacun de mes élèves. Pour cela, je veux être informée et formée. Bonjour, je suis la maman de Yael qui est épileptique. Si aujourd'hui nous avons décidé de sensibiliser, c'est avant tout pour éviter des erreurs de diagnostic et un retard de prise en charge. Les adultes épileptiques doivent pouvoir en parler et être compris par leurs collègues au travail. Oui, parlons-en. Parlons-en pour les 650 000 Français atteints d'épilepsie. Parlons-en pour comprendre, pour accompagner, pour agir. Et surtout, parlons-en pour casser les idées reçues. Parlons-en. Alors, la famille de Anne Duclerc, encore arrivée. Ok. Elodie Martinache, 4 personnes. Non plus. Là, ça nous arrange. Alors, le parc naturel régional Scarpesco, c'est un ensemble de communes qui a signé une charte pour se développer de manière plus durable. Donc c'est une décision des élus d'agir dans différents domaines, donc ça peut être l'agriculture, le tourisme, la biodiversité, de façon plus durable. Entre Douai, Valenciennes et la frontière belge, il y a Crépin qui fait partie du parc naturel et donc qui essaye d'agir de manière plus durable. Ce que vous voyez en vert foncé, c'est les zones où l'aléa inondation est le plus fort. Ça ne veut pas dire que c'est là où il y a de l'inondation tout le temps, mais c'est là où il y a donc ce qu'on appelle l'aléa, donc enfin le plus de risques. Là où il y a le plus de risques que ce soit inondé. Et ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des maisons. Alors justement, on transforme ça en risque quand il y a des maisons ou des personnes qui sont dans cette zone-là d'aléa. Donc en vert foncé, c'est là où c'est le plus fort, et en rouge, c'est là où c'est des zones déjà urbanisées et où il y a aussi un aléa très fort. Donc c'est les zones qui sont à risque inondation pour le coup. Donc là, on va longer un petit peu et on va voir pas mal d'aménagements qui ont servi à réduire ce risque d'inondation. Donc ça va être, on va passer à côté de ce qu'on appelle des zones d'expansion de crue. C'est des zones où les cours d'eau viennent, exactement. Et des bons élèves. Où les cours d'eau viennent s'épandre quand il y a des forts volumes d'eau qui arrivent. Donc pendant un événement d'inondation, quand il y a des fortes pluies ou quand les nappes sont trop remplies, du coup elles viennent déborder. Voilà, donc on va croiser deux zones d'expansion de crue et puis un peu parler de ça aussi. Donc voilà. C'est dans le cadre des Journées mondiales des zones humides qui se passent donc annuellement. Il y a toute une série de programmations qui est proposée par le parc naturel pour faire découvrir à ses habitants, donc les habitants du parc, les zones humides du territoire. Donc que ce soit des zones humides d'intérêt
vraiment même internationale. On y découvre toutes les fonctionnalités de ces zones humides et puis un peu leur diversité, donc que ce soit des marais, des prairies, des boisements humides, etc. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire comprendre à l'habitant qu'est-ce qu'une zone humide, comment on peut la protéger et à quoi elle sert. En fait, on est sur un bout de ce qu'on appelle la zone d'expansion de crue du Séminaire. Voilà, parce qu'on est dans le quartier du Séminaire. Et donc, ce que vous voyez là, en fait, ça a été décaissé, donc il me semble en 2012, par la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole, pour récupérer en fait des eaux qui pouvaient inonder en aval. Donc notamment les maisons que vous voyez là-bas et qui longent en fait la rue des Déportés. Donc ça permet d'augmenter les volumes qui sont stockés et donc de faire en sorte que ça ne s'écoule pas sur les maisons. On est à 15, entre 15 et 1 mètre, 15 cm et 1 mètre de l'eau, on peut en trouver super facilement. Donc c'est ce qu'on appelle les nappes de surface. C'est des nappes alluviales, voilà, pour vous donner vraiment le mot. Et puis après, encore un peu plus bas, on va avoir une séparation, alors souvent c'est fait en argile, et puis là on va rentrer dans ce qu'on appelle la nappe de la craie. Et donc là, c'est un énorme ensemble donc qui est plutôt à 15 mètres sous nos pieds jusqu'à 50, me semble-t-il. Alors, je ne suis pas sûre des nombres, donc retenez-les pas. Mais, et en fait, c'est dans ce réservoir-là qu'on va pomper toute l'eau potable que vous avez en fait finalement à votre robinet. Et donc, si on arrive à se dire on infiltre dès qu'on peut, ben, en fait, on vient remplir notre réservoir d'eau potable à la suite. Voilà. Donc, il y a tous ces enjeux qui sont hyper liés, le risque inondation, l'eau potable, bon, les pollutions aussi des cours d'eau, etc. Et puis la biodiversité. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est le partenariat avec l'agriculture qui peut être fait pour l'entretien des zones. Parce que alors, effectivement, si la prairie vient entre guillemets se reboucher et du coup devenir un boisement, etc., peut-être que sa fonction hydraulique sera amoindrie. Donc il faut qu'on entretienne cette parcelle-là. Et donc pour ça, en fait, il y avait déjà un agriculteur qui avait ces terres-là déjà avant, enfin en tout cas qui le cultivait déjà avant. Et donc c'est toujours le même qui vient faucher ces prairies-là pour les entretenir. Alors comme ça a un rôle d'inondation, il y a tout un tas de clauses qui viennent encadrer la pratique de l'agriculteur. Donc c'est ce qu'on appelle un bail rural à clause environnementale. Donc souvent, par exemple, les communes ont des prairies, voilà, qu'elles ont en leur possession. Mais bon, c'est pas elles qui vont venir forcément aller faucher. Donc il y a un bail rural qui se crée avec un agriculteur. Et là, pour le coup, on y a rajouté ce qu'on appelle des clauses environnementales. Donc par exemple, c'est la non-utilisation de produits phytosanitaires. On voit qu'il y a l'écluse qui est là et qu'il y a tout de suite un bâtiment juste à côté de l'écluse et là il n'y a pas de bâtiment, donc vous voyez un peu l'évolution. Et donc c'est la présence de ce moulin qui justifie, donc dans la rue du Moulin, tout un tas de brasseries qu'il y avait à l'époque qui ont pu, en fait, comme tu le disais Anaëlle, être là parce qu'on moulait le grain, etc. pour faire la bière. Ramsar, c'est une convention internationale qui a été signée par plusieurs pays qui en sont aujourd'hui membres et qui vient reconnaître les zones humides d'intérêt international.
Et là, aujourd'hui, en Scarpe-Escaut, donc depuis le 2 février 2020, les vallées de la Scarpe et de l'Escaut ont été labellisées Ramsar. Alors qu'est-ce que ça apporte aujourd'hui? C'est de l'animation sur ce territoire-là. L'objectif, c'est de préserver ces zones humides-ci, donc au niveau notamment de la biodiversité, mais aussi de faire connaître ces zones humides aux habitants de ce territoire du label Ramsar, des vallées de la Scarpe et de l'Escaut. En fait, on est sur une autre zone d'expansion de crue qu'on appelle la zone d'expansion de crue du bois de Saint-Landelin. Voilà, à grande surprise. Et en fait, elle est capable, elle, d'emmagasiner 180 000 m3 d'eau. Donc c'est quand même assez costaud. L'un des objectifs du parc naturel régional, c'est la préservation de son patrimoine naturel, donc, dont les zones humides. Et en fait, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même une grosse dégradation de ces zones-là et leur nombre vient diminuer. Alors, il y a plusieurs causes qui font ça. Donc, l'urbanisation est quand même l'une des plus grandes causes de destruction des zones humides aujourd'hui. Donc, elles sont en train d'être de plus en plus protégées. Donc, le parc naturel, par exemple, crée des réserves naturelles régionales ou des réserves naturelles nationales, comme la tourbière de Marchiennes qui vient juste d'être labellisée ce 2 février. Et avec ces protections-là, l'objectif, c'est de garder la biodiversité sur ces sites-là, de répondre aux enjeux climatiques, aux enjeux d'inondation, mais aussi de faire comprendre aux habitants, donc ces sites qui sont accessibles en partie au public, tout le côté culturel qu'il peut y avoir autour des zones humides. Donc là, à Crespin, le rôle, la place de l'eau est très importante. Et elle fait partie de l'histoire, des traditions, etc., notamment avec la source de Saint-Landelin. Comment est-ce que cette source a été créée? Donc, selon la légende, c'est Saint-Landelin qui était un ancien brigand, puis devenu un ermite, et finalement il a fondé des abbayes, donc comme celle que l'on va voir, enfin on va pas la voir, mais on va passer à côté de l'abbaye de Crespin, qui, alors, ficha son bourdon par terre. Alors le bourdon, c'est un bâton, c'est ça? Une espèce de crosse. Voilà, et quand il fit ça, la source jaillit. Et donc en fait l'eau qui était en abondance faisait des, comment ils appelaient ça, des ondes crépelues, voilà c'est ça, qui a donné le nom à la commune donc de Crespin. Oui, écoute, un petit mot bien sûr. Alors nouvelle cuve, effectivement, elles sont arrivées il y a 2-3 mois déjà. Maintenant, il y a un petit délai pour la mise en place, mais voilà, la brasserie 2.0 va être, je pense, en œuvre pour dans 1 ou 2 mois. Donc un plus gros volume potentiellement, vu qu'on passe d'un système de brassage à 300 litres à 1000 litres en fait. Donc voilà, très prochainement, je commence à être un petit peu impatient. Et effectivement, les visites, toujours les visites des brasseries, mais là des visites de groupe assez sympathiques aujourd'hui avec le parc et les marcheurs qui viennent d'arriver. Alors tout simplement en allant sur internet, sur notre site internet, vous tapez dans votre barre de recherche Parc Scarpe-Escaut et vous tombez voilà, sur le premier site. Là-dessus, vous allez retrouver tout ce que le parc peut faire tout au long de l'année, mais aussi l'agenda des sorties. Et donc là, en ce moment, il y a beaucoup de sorties pour les Journées mondiales des zones humides, donc en février et début mars.
Thank you.